Jean-Luc Mélenchon était profondément républicain il y a une dizaine d'années encore. Et on a vu déferler sur la place de la République des éléments qui étaient tout sauf modérés et au cri à la voix Akbar, qui est un cri de guerre et qui est un cri de victoire dans ce cadre-là. Qu'on me fasse croire que ce soit une manifestation pour la paix, de qui se moque-t-on? Quand vous divisez le monde entre dominant et dominé, où est-ce que vous placez les juifs là-dedans? On passe très facilement du privilège blanc au privilège juif. Les juifs seraient des hyper blancs et donc vous voyez où ça peut mener. La gauche, qu'il va falloir qu'elle se réveille parce qu'historiquement c'est la gauche qui combat l'antisémitisme. Le vernis est en train de craquer. Au niveau des plus hautes instances, je veux dire les rapports sur l'islamophobie qui sont financés par l'Union européenne, il y a un problème de radicalisation au sein du monde musulman. Le problème, c'est cette idéologie qui se répand. C'est pas seulement le passage à l'acte terroriste. Pourquoi ce qui serait oppressif est le symbole d'une dictature islamiste en Iran, tout d'un coup, c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça traverserait la frontière et ça deviendrait inoffensif en France. Et ce sont des néo-féministes qui aujourd'hui défendent ce port du voile. Enfin, elles voient pas que c'est oxymorique. Islamisme et wokisme, ces deux mots sonnent comme un oxymore et pourtant il existe des passerelles étonnantes et inquiétantes entre ces deux mouvances. Alors c'est ce qu'analyse la journaliste Karine Azzopardi dans cet ouvrage « Quand la peur gouverne tout », publié aux éditions Plonge. J'ai le plaisir de la recevoir aujourd'hui. Bienvenue Karine Azzopardi. Bonjour, merci de me recevoir. Alors pour commencer cet entretien, je tiens à signaler que c'est un livre où vous parlez beaucoup, vous interrogez beaucoup la question de l'islamisme radical. Et c'est un livre qui est particulièrement d'actualité sur certains sujets évoqués dans ces chapitres. Alors, on va commencer par les questions qui entourent le conflit entre Israël et Palestine, vu que c'est l'actualité. Alors, j'ai envie de vous interroger sur Jean-Luc Mélenchon, parce que vous rapportez des propos écrits par lui sur son blog en 2020, qui m'ont fait réagir, parce que il parle du leader du Parti travailliste britannique, Jeremy Corbyn, accusé d'antisémitisme. Alors, je vous cite, le citant, « Parce qu'il a été accusé d'antisémitisme et surtout parce qu'il a commis l'erreur de s'excuser. » Et Jean-Luc Mélenchon ajoute, « Je n'y céderai jamais pour ma part. » Alors, c'est vrai que ça sonne étrange quand on voit toute la séquence qui vient de se passer concernant la France Insoumise. Donc, est-ce que tout n'était pas écrit dans ces quelques lignes ? Oui, déjà, le problème, c'est que quand j'ai écrit ce chapitre, donc c'était au printemps, en mai, en juin, j'ai dû exhumer des textes, exhumer des paroles de Jean-Luc Mélenchon et de certaines autres personnes de la France Insoumise qui ont totalement changé de discours en 10 ans. Et donc, j'ai sorti ce genre de texte, mais depuis, il y a eu quand même la polémique avec le rappeur Medine. Il y a eu, évidemment, depuis le 7 octobre, des saillies et des sorties antisémites, en veux-tu, en voilà. Tout est sorti au grand jour. Donc, ce genre de phrase était prémonitoire, mais dans le livre, je me demande, avec l'aide de Nicolas Poincaré, qui avait fait un édito là-dessus, si ces mots-là de Jean-Luc Mélenchon sont antisémites ou pas. Je pense que depuis, on a eu la preuve qu'il y avait quand même un sérieux problème d'antisémitisme à l'extrême gauche. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est un antisémitisme électoral ou c'est véritablement une pensée structurée ? C'est une bonne question. Je pense, moi, si vous me demandez mon avis, qu'il y a un calcul électoraliste derrière. Le poids est très simple à faire. La population juive en France, c'est 1% de la population. C'est quantité négligeable en termes électoraux. Donc, je pense que le calcul a été fait, vite fait et mal fait. Alors, le cas de Jean-Luc Mélenchon est intéressant. On peut aussi parler de la question du voile, parce que là aussi, vous exhumez un propos tenu en 2010 qui est assez effarant quand on le lit avec le recul. Donc là, je le relis. En ce moment, on a le sentiment que des gens vont au-devant des stigmatisations. Ils se stigmatisent eux-mêmes, car qu'est-ce que c'est que porter le voile si ce n'est s'infliger un stigmate ? Le Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui vomirait le Jean-Luc Mélenchon d'hier. On ne va pas se mentir. Comment on explique un tel bouleversement idéologique ? Parce que là, c'est même au-delà de la question électoraliste. Pour se dédire à ce point, il y a quand même quelque chose. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a une amnésie totale aujourd'hui, mais Jean-Luc Mélenchon était républicain et profondément républicain il y a une dizaine d'années encore. Alors je ne sais pas à quel moment le changement s'est opéré, parce qu'il me semble que sa campagne de 2017 était encore très républicaine. La preuve, je me sentais assez proche de ce qu'il disait à l'époque. Je pense que la bascule s'est opérée, moi, au moment de cette manifestation du 10 novembre 2019,
contre l'islamophobie. Et je pense que cette alliance s'est physiquement incarnée à ce moment-là, et que le fait qu'il ne se finalement désolidarise pas des intégristes, qui étaient une partie de cette manifestation. Et je me souviens de ces gens qui sont scandés à Allahu Akbar non loin du Bataclan. Voilà, il y a eu un point de bascule à ce moment-là, et je pense que depuis, ils ne sont jamais revenus en arrière. Et justement, je reviens sur ce que vous dites sur les gens qui ont défilé au nom d'Allahu Akbar. On a eu le même phénomène assez récemment, place de la République, et on vous a vu particulièrement ému en réaction à justement ces manifestations. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? C'est assez tripal. C'était, je crois, le lendemain. Non, c'était pas le lendemain. C'était, je crois, une semaine après. Je crois les événements du 7 octobre. Certaines manifestations avaient été interdites par le préfet pour risque de trouble à l'ordre public. Celle-là avait été autorisée par le tribunal administratif une heure avant. Et on a vu déferler sur la place de la République des éléments qui étaient tout sauf modérés, et au cri de Allahu Akbar, qui est un cri de guerre et qui est un cri de victoire dans ce cadre-là. Sur la place de la République, ça a une signification particulière, et pour moi personnellement, évidemment que ça a une signification particulière de l'entendre, puisque c'est non loin du Bataclan. Donc oui, c'est pour ça que j'exprimais mon émotion face à des gens qui essayaient de me dire que non, c'était des paroles de paix et de qui se moque-t-on. De qui se moque-t-on ? Je veux dire, les dernières paroles entendues par nombre de victimes du terrorisme, ce sont celles-là depuis quelques années concernant le terrorisme islamiste. Donc que ces paroles-là soient prononcées à cet endroit-là, quelques jours après un pogrom, et qu'on me fasse croire que ce soit une manifestation pour la paix, de qui se moque-t-on ? Mais qu'est-ce que ça raconte de l'état de notre société actuelle et du clivage peut-être qui s'instaure, parce que c'est quand même des manifestations assez massives qui sont soutenues par une partie de l'échiquier politique. Est-ce qu'on aurait vu ces manifestations il y a 10-20 ans ? Je n'en suis pas persuadé. J'en suis pas persuadée. À mon sens, c'est un signe de progression de l'islam politique dans les consciences. Et ce n'est pas propre à la France. Ça, c'est important de le souligner, c'est-à-dire que il y a 30 ans, les spécialistes le montrent bien, l'islam politique a commencé à monter, et ce qui n'était que des intégristes marginaux il y a encore 30 ans, sont, voilà, à travers la guerre civile algérienne, à travers la Bosnie, après l'Afghanistan, ce sont des mouvements qui sont devenus puissants au Moyen-Orient et au Proche-Orient, et qui à présent commencent à gangréner l'islam des pays occidentaux, au sein des pays occidentaux. Et donc je pense que ces manifestations-là en sont le signe de ce radicalisme qui s'implante dans les consciences. C'est ça qui me fait peur. Je ne sais pas à quel niveau c'est. J'espère que c'est une infime minorité, visible et bruyante, mais je n'en suis pas sûre. Ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais c'est quelque chose qui, à mon sens, est tout de même assez inquiétant. Vous parlez des autres pays. J'ai en tête notamment les manifestations à Londres, qui étaient extrêmement volumineuses. Mais Londres, le Royaume-Uni, ce sont des pays où la société est communautariste. Là, c'est pas notre système. On est censé être un système universalisme, basé sur l'universalisme, et pour autant, on sent bien que c'est en train de vaciller. Le modèle républicain et l'universalisme sont totalement en panne. On me pose toujours la question, puisque j'avais écrit un premier livre avec un professeur sur la montée de l'islamisme à l'école, sur la question de la laïcité. Est-ce que la laïcité préserve ? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux s'en débarrasser parce que c'est has-been ? C'est la différence entre la France et les pays anglo-saxons. C'est la seule. Quand on me dit la laïcité, il faudrait s'en débarrasser, il faut une laïcité plus ouverte, tout ça fait, c'est l'ex-observatoire de la laïcité qui, avec Jean Bobéro, Nicolas Cadenne et toutes ces personnes qui ont une vision de la laïcité qui est, selon eux, utilisée, instrumentalisée par l'extrême droite pour mener un combat contre les musulmans. Bon, inutile de vous dire que la laïcité et l'esprit de la laïcité, ça n'est pas ça. Mais est-ce que la laïcité protège encore l'universalisme à la française ? Rien n'est moins sûr, le modèle est visiblement en panne. De toute manière, à ces gens-là qui nous disent qu'il faudrait s'en débarrasser, quand on montre l'exemple de l'Angleterre, qui est un pays totalement communautarisé,
où on est justement sur un pays qui n'est pas du tout laïque, où il y a des tribunaux chariatiques qui pour régler des affaires privées déjà dans certaines villes, ça ne les empêche pas. Enfin, je veux dire, c'est la montée de l'islamisme et de l'islamisme radical et d'un islam politique englobant toutes les sphères de la vie, qui est le problème, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis un petit peu moins, mais quand même aussi, en France, en Allemagne, on voit les mêmes phénomènes, en Suède, au Danemark. Ce sont les mêmes phénomènes qui se déroulent, donc c'est pas propre à la France. La laïcité pourrait avoir un rôle un peu protecteur, et peut-être qu'elle l'a encore un petit peu, mais le vernis est en train de craquer. La France insoumise, au tout début du conflit, au lendemain du 7 octobre, a tenu à ne pas qualifier le Hamas de terroriste. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que vous évoquez ce mot, notamment je crois dans le cadre des formations du FBI, donc vous allez nous expliquer. Mais ce qui m'intéresse, c'est à quel point finalement on ne veut plus nommer certaines choses. Parce que, je veux dire, on parlait de Jeremy Corbyn tout à l'heure. Jeremy Corbyn a refusé lui également de qualifier le Hamas de terroriste. Le journaliste lui a posé la question 13 fois. 13 fois, il a évité la réponse. On a bien vu que c'est ce qui s'est passé avec la France Insoumise. Donc comment on explique ça? Je pense que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a une volonté de clientélisme de la part de tous ces partis d'extrême gauche, avec une alliance au niveau anglais qui ne date pas d'hier, et des nouvelles idéologies qui pour le coup déferlent des universités américaines, mais qui datent du texte de Chris Harman dans les années 90, qui était un trotskiste et qui a lui réellement théorisé l'alliance entre les partis d'extrême gauche et les islamistes. Il y a beaucoup de personnes, de militants révolutionnaires à l'extrême gauche, que le potentiel révolutionnaire et le potentiel de masse des islamistes, de mobilisation des masses fascine. Donc cette alliance, je pense que c'est celle dans laquelle s'inscrit Corbyn. Elle date des années 90. Elle a traversé aussi la Manche en venant en France. Par exemple, on voit les premières affiches, c'était dans les années 90 du nouveau parti anticapitaliste, mettant à l'honneur une jeune fille voilée. Là, à ce moment-là, LFI, c'était pas LFI, c'était le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, était très réticents. Ils n'étaient pas sur cette ligne-là. Ils ont fini par basculer dans la même idéologie, mais parce qu'il y a un potentiel révolutionnaire qui a toujours fasciné. Après, aujourd'hui, ça va plus loin, parce qu'à mon sens, ce n'est pas juste une indulgence de la part de personnes qui cherchent à récupérer des voix, mais une indulgence qui est beaucoup plus large dans la société, et on entend souvent à l'heure actuelle ce mot de impartialité. Voilà, il faut... surtout évidemment dans la manière dont sont traités les événements et l'actualité douloureuse en ce moment, il faudrait être impartiaux, etc., etc. Mais on n'arrive plus à nommer les choses, et le terrorisme en fait partie. Donc pour ne pas stigmatiser, étant donné qu'il y a une grille de lecture qui divise le monde, si vous voulez, entre dominants, dominés, entre blancs, entre racisés, entre hommes et femmes, enfin toutes ces catégories binaires qui composent le wokisme de manière ultra simplificatrice. Il faut faire rentrer toute l'interprétation du monde là-dedans, et donc des islamistes ne sont plus nommés islamistes, déjà parce que ça stigmatise, parce qu'on confond avec islam, ce qui est quand même grandiose, et puis ne peuvent pas être des terroristes, ne peuvent pas être des bourreaux, ne peuvent être que dans la case des victimes, parce que ce sont des racisés. Et donc c'est la grille de lecture assez générale du conflit israélo-palestinien dans beaucoup de milieux, même académiques et universitaires, aux États-Unis, en Angleterre, en France et jusqu'en Australie à l'heure actuelle, alors que la réalité évidemment du terrain et de la géopolitique est un peu plus complexe que cela. Voilà. Est-ce que vous êtes étonné par la résurgence ou l'apparition au grand jour de ce nouvel antisémitisme? Alors je dis nouvelle parce qu'au final, il existe bien évidemment depuis plus longtemps que ça, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la cécité que semblent vouloir avoir certains acteurs publics à le nommer tel qu'il est. Mmh. J'ai été étonnée, oui, quand j'ai commencé à écrire mon livre, parce que je cherchais
correspondance entre ces nouvelles idéologies qui imprègnent le débat public, y compris en France aujourd'hui, et qui font qu'on doit adopter une grille de lecture particulière, et je voulais savoir d'où venait cette grille de lecture, et donc j'ai essayé de savoir dans quelle mesure cette idéologie favorisait l'islamisme, sans le vouloir bien évidemment, mais dans quelle mesure également les islamistes et les militants islamistes pouvaient se servir de ces nouvelles idéologies qui viennent des campus américains pour progresser ni vu ni connu. Et donc j'ai choisi 9 thématiques, j'ai travaillé au fur et à mesure, puis à un moment donné je me suis demandé est-ce que l'antisémitisme fait partie est-ce qu'il y a une convergence sur cette thématique, de quelle manière l'antisémitisme est vu par le wokisme, pour ne pas le nommer, et de l'autre part, est-ce que c'est consubstantiel à l'islamisme? La réponse est oui, sans une grande surprise, mais j'ai été surprise de voir que j'avais quand même autant de choses à écrire, et en creusant, j'ai pas dû creuser bien loin, il suffit de regarder quelques textes fondateurs et de la charte du Hamas, par exemple, ou de chercher des dessins, des caricatures faits par exemple, le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, qui est le mouvement fondé à la suite de George Floyd sur les violences policières, et qui est un des mouvements constitutifs du wokisme, pour voir qu'il y a une porosité avec l'antisémitisme qui se fait de 2 manières. La première manière, c'est par une cécité, c'est-à-dire que quand vous divisez le monde entre dominants et dominés, et que vous mettez évidemment les blancs, les colonisateurs dans la case des dominants, les racisés, les colonisés dans la case des dominés, où est-ce que vous placez les juifs là-dedans? Il faut se poser la question. Concrètement, dans des formations diversité, équité, inclusion, comme à Stanford, là où il y a un procès en cours contre l'université, de la part de 2 universitaires juifs, ils se sont vus répondre dans une de ces formations qu'ils n'avaient qu'à se mettre dans la case des Blancs, donc dans le groupe des Blancs, parce que les formations divisaient les différentes classes, donc les différents groupes de gens par couleur de peau, parce qu'ils pouvaient se cacher derrière leurs privilèges blancs. Là, ils ont commencé à tiquer, donc ces 2 personnes se sont dit, mais vous êtes gentils, mais je me sens pas d'affinité avec les Blancs, et privilège blanc, ça ne me parle pas. Nous sommes juifs, notre peuple a une histoire particulière qui a d'ailleurs été oppressé par des Blancs, si vous voulez adopter cette grille de lecture, donc pour nous, ça ne nous va pas. Puis le deuxième incident, ça a été, et je trouve que ce cas de Stanford est emblématique, il y a eu, en 2020, pendant le Covid, des cas des agressions racistes sur le campus, avec clairement le fameux mot en haine tagué sur des portes de classe, des croix gammées, et des croix gammées taguées spécifiquement sur des portes d'étudiants juifs. Et lorsque ces incidents ont été abordés dans le cadre des formations suivantes, diversité, équité, inclusion, là, nos 2 professeurs se sont entendus répondre qu'il fallait parler des incidents racistes, que c'était très grave, et ça à juste titre, bien évidemment, mais que les incidents antisémites, en gros, circulaient, il n'y a rien à voir. Et donc, c'est révélateur, à mon sens, d'une invisibilisation de l'antisémitisme qui ne rentre pas dans les grilles d'interprétation de la théorie critique de la race, de la théorie pour la justice sociale, des violences policières, etc. Où on met les juifs dans la case des blancs, et je dirais même pire, c'est l'actrice Whoopi Goldberg qui l'avait dit à un moment donné, elle a dit oui, mais les juifs c'est des hyper blancs. Et donc la Shoah, elle avait été reprise pour ça, mais ça veut dire bien de quelque part, puisqu'elle le disait en toute bonne foi, c'est un crime de blanc sur des blancs, donc en gros on s'en fout. C'est ce que produisent ces nouvelles idéologies qui sont très répandues sur les campus américains et qui sont arrivées dans les universités françaises, avec lesquelles on forme nos élites, c'est-à-dire que l'antisémitisme est nié. Il n'y a pas de spécificité de l'antisémitisme. Ce qui est important, c'est la blanchité, c'est de prendre conscience de son privilège blanc. Et puis les juifs, on passe très facilement du privilège blanc au privilège juif. Les juifs seraient des hyper blancs, et donc vous voyez où ça peut mener. Donc il y a eu des campagnes antisémites sur les réseaux sociaux qui sont parties en 2021. Sous le texte The Privilege, le hashtag The Privilege, Jewish Privilege, le privilège juif. Ça, c'est une campagne qui avait été lancée par l'extrême droite américaine, par des personnes du Ku Klux Klan,
mais qui a été rapidement reprise par des comptes d'extrême gauche. Et c'est ça qui est extrêmement troublant, c'est que finalement, les deux extrêmes se sont retrouvés dans un même antisémitisme, qui n'est pas exactement le même. À l'extrême droite, l'antisémitisme fait plutôt appel à des clichés identitaires, c'est-à-dire que la race juive, si je puis parler ainsi, viendrait amoindrir. Voilà, il y a une question d'identité et de perte de l'identité nationale, etc. À l'extrême gauche, c'est plus la finance internationale. On l'a encore vu il n'y a pas très longtemps. Manuel Bompard en parlait en ces termes. Il y a quelques jours sur une chaîne de télévision, député de la France Insoumise. Même Dominique de Villepin s'y est mis avec la finance internationale, les médias, etc., etc. Et donc ça, c'est plutôt un trope d'extrême gauche qui se développe en ce moment. Et donc on voit que c'est deux antisémitismes qui, le temps d'une campagne, c'est rejoint sur Internet. Et donc pour moi, c'est le signe de quelque chose d'inquiétant et le signe d'un angle mort de la part de la gauche qu'il va falloir qu'elle se réveille, parce qu'historiquement, c'est la gauche qui combat l'antisémitisme. Or là, c'est un combat qui a été totalement abandonné, sans doute pour des raisons électorales, parce que c'est pas rentable. Voilà. Alors, vous consacrez une partie de votre livre à un mot qui est très important, c'est le mot islamophobie. Alors, on va expliquer pourquoi. Alors justement, vous allez nous expliquer pourquoi ce n'est pas qu'un simple mot. Et moi, j'ai en tête aussi le tweet d'une députée verte, alors, malheureusement, je n'ai pas retrouvé son nom, qui a tweeté à propos de l'agression raciste d'un jardinier récemment. Vous avez dû en entendre parler. Elle a évoqué immédiatement l'islamophobie comme prétexte, alors qu'au final, la personne, à aucun moment, ne s'est définie comme étant musulmane. Donc il y a un raccourci entre arabe, maghrébin, forcément musulman, donc forcément islam, donc forcément islamophobie. Qu'est-ce que ça raconte justement de cette évolution, de l'évolution de ce mot et de son influence dans la société ? Je trouve ça très important parce que c'est un mot dont l'emploi est aujourd'hui normalisé, vulgarisé, employé de manière courante par la plupart des journalistes, des médias, voire des intellectuels. Or, c'est un mot militant et c'est un mot dont il faut examiner la sémantique tout d'abord. Phobie, ça renvoie à une maladie, donc avoir la phobie de l'islam, c'est-à-dire craindre, phobos, la crainte, craindre, avoir peur, une peur pathologique de l'islam. Bon, d'une part, c'est pathologiser un rejet, mais pourquoi pas à la limite. Mais sauf que on peut tout à fait être islamophobe. C'est en cela que je m'inscris pas exactement dans les pas de Pierre-André Taguieff qui parle de judéophobie, par exemple, lui, pour dire non, on peut pas être judéophobe parce qu'il voudrait remplacer le terme d'antisémitisme, parce qu'il dit que les Juifs et les Arabes étant eux-mêmes des peuples sémites, il ne peut pas y avoir d'antisémitisme de la part des peuples arabes, donc il voudrait utiliser le terme de judéophobie. À mon sens, c'est une erreur. Je pense qu'on peut utiliser le terme de judéophobe et je pense qu'on peut utiliser le terme d'islamophobe de la même manière en disant qu'on peut tout à fait être islamophobe dans le sens qu'on peut avoir une crainte de l'islam ou un rejet de l'islam. C'est une religion. On peut tout à fait rejeter une religion. J'ai moi-même rejeté ma religion d'origine qui est le catholicisme pour devenir athée sans rejeter ses croyants. Et les personnes pratiquantes. Il faut faire une distinction très claire entre la critique d'une religion et le rejet des croyants qui n'est pas admissible. Mais la critique d'une religion, on doit pouvoir la faire et ça fait partie de la liberté de l'expression et de nos libertés fondamentales. Or, le terme d'islamophobie glisse dans l'utilisation qu'on en fait au quotidien vers un rejet des musulmans parce que musulmans, et ensuite par le rejet, par extension, de populations qui ne sont même pas musulmanes, mais qui sont d'origine musulmane ou qui sont d'Afrique du Nord ou qui sont des populations immigrées en France. Or, les termes ont un sens, et s'ils sont utilisés dans ce sens-là par une certaine
partie de la population qui veut sans doute être dans les standards de l'antiracisme, de la bien-pensance, etc. Je peux comprendre cela, mais il faut examiner de l'autre côté comment ce terme est instrumentalisé par les islamistes et par les courants islamistes eux-mêmes. Et là, c'est une toute autre histoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce terme, c'est eux qui le popularisent et qui veulent qu'on l'utilise en premier. Et c'est pour ça que c'est dangereux et c'est pour ça que je ne veux pas l'utiliser. Dans tous les procès pour terrorisme qu'il y a eu ces dernières années de terrorisme islamiste, à chaque fois, il n'y en a pas un qui, pour sa défense, n'a pas dit « la France m'en veut parce que la France est islamophobe ». Que ce soit, je crois, c'était un des frères Klein, enfin voilà, et c'était pas des petites frappes, c'était des djihadistes. Et puis dans les discours islamistes, même au niveau de l'Organisation de la coopération islamique mondiale, on voit que le terme d'islamophobie est vraiment instrumentalisé pour faire croire que la France, l'Angleterre et tous les pays occidentaux dans leur ensemble sont islamophobes et ont un rejet des musulmans comme ça, et que pour se défendre, les musulmans, selon les islamistes, devront se protéger en se communautarisant, et qui va les récupérer sous leur aile, évidemment, les entrepreneurs islamistes. Donc ça, c'était très, très intéressant de voir comment ce terme-là est utilisé, est instrumentalisé, et comment le problème, c'est qu'il est maintenant utilisé au niveau des plus hautes instances. Je veux dire, les rapports sur l'islamophobie qui sont financés par l'Union européenne, la représentante contre l'islamophobie au Canada. Il y a eu d'ailleurs une polémique au Canada parce qu'elle avait déclaré que tous les Canadiens étaient islamophobes, et ça quand même, à ce titre, provoquer une levée de bouclier de la part de certains intellectuels canadiens qui ont dit vous êtes gentils, mais là vous faites quand même une génération légèrement abusive. Donc ce terme-là est vraiment instrumentalisé pour qu'il n'y ait plus, alors qu'il n'y ait pas de racisme. Ça, c'est évidemment notre volonté à tous. Qui peut être pour le racisme? Je veux dire, la question ne se pose même pas. Mais pour que ça glisse progressivement de cette question-là vers une absence de critique de la religion elle-même. Maintenant, si vous commencez à critiquer l'islam, voire l'islamisme, moi je le vois en parlant d'islamisme, et je fais très bien la différence, merci, entre islam et islamisme, tout de suite on me taxe d'islamophobe. Il n'y a plus de différence. Mais il y a derrière, en quelque sorte, la volonté de presque créer un délit de blasphème qui ne dirait pas son nom. Ce qui est d'ailleurs amusant, parce que quelque part, c'est Jean-Luc Mélenchon et ses troupes qui l'utilisent beaucoup, mais il se revendique de la Révolution française, et le délit de blasphème a été, semble-t-il, aboli pendant la Révolution française. Je crois que c'était en 1791. Oui, c'est ça. Il y a quand même un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe total, c'est-à-dire qu'il y a un retournement de discours de la part de cette gauche-là depuis 10 ans, mais aidé, je pense, d'une part par une volonté électoraliste, et d'autre part par toutes ces idéologies qu'on appelle le wokisme, et qui viennent des campus européens et qui ont imprégné, on ne sait pas à quel point, mais qui ont fortement imprégné les universités françaises, et dont sortent les jeunes élites aujourd'hui. Et il y a même au sein de l'éducation nationale, c'est Jean-Pierre Aubin qui le montre très bien, une cassure générationnelle à l'heure actuelle entre des vieux profs un peu hussards noirs qui défendent la laïcité et à travers elle la République, et une jeune génération qui ne voit plus de quoi on parle, qui ne comprend plus de quoi on parle, puisqu'on n'a pas arrêté de taper sur la laïcité et taper sur l'Occident qui serait par essence coupable, par essence colon, et par essence qu'il faudrait décoloniser. Et donc il y a une très grande confusion intellectuelle à l'heure actuelle aussi au niveau des jeunes générations, et une coupure très nette, on le voit dans les sondages au niveau des professeurs. Alors il y a eu il y a eu beaucoup, malheureusement trop, d'attentats ces 10 dernières années. Charlie Hebdo, Bataclan, bien évidemment, Samuel Paty, Nice, etc. Malheureusement, excusez-moi pour le terme, etc. La question que je me pose, c'est que nous, en tant que citoyens, est-ce qu'on n'a pas été trop conciliants? Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu trop,
un front très catholique en étant beaucoup sur pas de stigmatisation, pas d'amalgame, en mettant quelque part le problème sous le tapis et en pensant que la bonté allait régler le problème. Moi, c'est ce contre quoi je me bats depuis quelques années, parce que c'est une attitude qui était la mienne et qui ne m'a pas du tout aidé à comprendre d'où venait le problème. Je dis pas que j'ai tout compris et je dis pas que le problème est simple. Je dis juste que cette attitude qui est l'attitude il faut être résilient, et évidemment qu'il faut l'être résilient au niveau de la société. Cette attitude de voilà, mettre des bougies, des nounours, des ballons après chaque attentat et attendre l'autre jour quelque part aide pas forcément à comprendre d'où vient le problème et le mettrait plutôt sous le tapis. Pas d'amalgame, évidemment qu'il n'y a pas d'amalgame. Résilience, évidemment qu'il y a une très forte résilience de la société française qui a quand même été fortement touchée en son sein depuis une dizaine d'années. Je ne sache pas qu'il y a eu des pogroms anti-musulmans ou des attaques. Alors il y en a peut-être eu de manière très isolée, mais fort heureusement. Mais je veux dire, la population française dans son ensemble a gardé un calme admirable et c'est évidemment ce qu'il faut faire. Mais après... ce discours tend aussi à dire, sous couvert de pas d'amalgame, il y a d'une part les passages à l'acte djihadistes, quand on emploie ce terme, ou on emploie plus facilement le terme de radicalisation, qui sont le fait d'une jeunesse, puis ce serait de notre faute, la faute de la société française, puisque c'est une jeunesse qu'on n'aurait pas su garder, qui se laisse avoir par un embrigadement, ce qui est vrai par ailleurs, et que nous serions coupables aussi de notre politique étrangère. Par exemple, pour le Bataclan, on a entendu que, oui, ils venaient se venger puisqu'on avait attaqué la Syrie. Ce qui est faux, ça a été prouvé au procès. La décision d'attaquer la date du 13 novembre n'était pas fixée, mais la décision de l'attaque et d'une attaque coordonnée de cette manière-là avait été fixée par l'État islamique bien avant la décision des frappes françaises et des premières frappes françaises. Donc on essaie toujours de nous faire porter le chapeau de la culpabilité. Et à mon sens, ça évite... On essaie d'évacuer la violence en disant c'est la barbarie, on comprend pas très bien ce qui se passe, mais c'est pas grave, c'est des barbares, c'est pas ça l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, pas d'amalgame, etc. Et ça nous évite et ça nous empêche, je pense, de voir le continuum et de voir les fausses qui sont en présence au sein du monde musulman. Et ça ne serait pas politiquement correct de le dire, mais le problème c'est que c'est la réalité et la vérité. Il y a un problème de radicalisation au sein du monde musulman. Il y a un problème de retour des intégrismes au sein du monde musulman qui a eu lieu au sein des pays musulmans il y a une trentaine d'années et qui aujourd'hui a lieu en Europe et aux États-Unis. Entre le bas du spectre, si je puis dire, et le haut du spectre, c'est une simple différence de moyens d'action et de degré, mais c'est pas une différence de nature. L'idéologie est la même, que vous soyez salafiste de base ou que vous finissiez djihadiste. Évidemment que toutes les personnes qui sont salafo-fréristes ou qui prônent un islam rigoriste ne vont pas passer à l'acte, bien évidemment. Mais si vous examinez l'idéologie djihadiste, c'est la même. Sans l'idéologie frère au salafisme qui est à la base, il n'y a pas de passage à l'acte djihadiste. Et d'empêcher de voir ce continuum et d'empêcher de voir que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de passage à l'acte que l'idéologie qui est séparatiste, qui prône un retrait de la République, n'est pas problématique à terme pour la République française et pour les pays occidentaux plus largement, ça c'est un programme parce que les attentats, c'est certes douloureux, c'est dramatique, mais ce n'est pas le seul problème auquel doit faire face la société française. La société française, je le dis d'autant plus facilement en tant que victime d'attentats, elle s'en remet, si je peux dire. C'est douloureux à dire, mais c'est comme ça. Des attentats, on peut s'en remettre. Mais le problème, c'est de croire qu'on s'en remet sans voir le continuum qu'il y a entre le bas du spectre, l'idéologie qui petit à petit fait son nid
dans les quartiers, et même pas dans les quartiers, dans certaines villes. J'ai vu par exemple où est-ce que j'étais dans le sud, une ville à côté de chez moi où 10 000 habitants, il y avait une mosquée, il y en a dans l'espace de 10 ans 4 qui se sont montés et tout le monde se tire à la bourre. Il y a la mosquée qui était trop modérée pour les uns, ils ont essayé de la noyauter, donc ils en ont créé une deuxième financée par la Turquie d'Erdogan, une troisième mosquée de Tablir qui est pas le moindre mouvement intégriste, et une quatrième mosquée, je ne sais quel courant. Il y en a 3 sur 4 qui ont un rapport radical avec l'islam. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est cette idéologie qui se répand dans les esprits. C'est pas seulement le passage à l'acte terroriste. Quand on est intellectuel, artiste et qu'on chante l'islam c'est pas ça, etc., c'est gentil, ça fait du bien, mais on n'est pas une jeune fille de 15 ans qui se fait harceler dans un quartier. Pour être tranquille dans certains quartiers quand on a 14 ans et quand on est une jeune fille, soit il y a le statut de maman qui protège, soit il y a la baya. Pourquoi ce qui serait oppressif et le symbole d'une dictature islamiste en Iran, tout d'un coup, c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça traverserait la frontière et ça deviendrait inoffensif en France. Et ce sont des néo-féministes qui aujourd'hui défendent ce port du voile. Enfin, elles voient pas que c'est oxymorique. Le voile, symbole de diversité, d'ouverture, de tolérance d'un côté, et du côté islamiste, le voile, symbole d'infériorité féminine, de domination masculine. Dès qu'il y a un féminicide dans les quartiers, surtout on n'en parle pas. Et dans cette alliance des minorités, on ne voit pas qu'on arrase totalement l'islam. Pour Horia Boutelja, par exemple, il ne faut pas se marier avec un blanc. C'est un totalitarisme à but politique.